L'année 1692 marque un tournant dans la guerre de la Ligue d'Augsbourg, un conflit qui oppose la France de Louis XIV à une coalition européenne menée par l'Angleterre, les Provinces-Unies, l'Empire et plusieurs États allemands. Depuis 7 ans, les armées s'affrontent sur de multiples fronts, mais c'est dans les Pays-Bas espagnols que se joue une partie décisive de cette guerre d'usure. Namur, ville stratégique située au confluent de la Meuse et de la Sambre, représente un enjeu majeur pour les belligérants. Sa position en fait une porte d'entrée vers les Pays-Bas et un verrou essentiel du système défensif espagnol. Pour Louis XIV, s'emparer de Namur signifie affaiblir considérablement ses adversaires et renforcer son emprise sur la région. Pour la coalition, perdre cette place forte serait un coup sévère porté à leur dispositif militaire. C'est dans ce contexte que le roi Soleil déploie son ingénieur militaire le plus brillant, Sébastien le Prestre de Vauban, pour réduire cette place forte réputée imprenable. Vauban, alors âgé de 59 ans, est déjà une légende vivante. Il a conçu et amélioré plus de 150 places fortes à travers le royaume et participé à plus de 50 sièges. Son approche scientifique de la polyorcétique, l'art des sièges, a révolutionné la guerre de siège. Namur deviendra le théâtre de l'un de ses plus grands chefs-d'œuvre tactiques, une démonstration parfaite de la manière dont on prenait une ville au XVIIe siècle. Namur n'est pas n'importe quelle ville. Depuis le Moyen-Âge, sa position géographique en a fait un lieu de pouvoir et un enjeu militaire de premier ordre. La ville se divise en 2 parties distinctes. La ville basse, construite sur la rive droite de la Sambre, et la citadelle, érigée sur un éperon rocheux dominant la confluence de la Sambre et de la Meuse. Cette configuration naturelle offre déjà des défenses considérables, mais les ingénieurs espagnols l'ont considérablement renforcée au fil des siècles. La citadelle de Namur, particulièrement redoutable, est composée de plusieurs ouvrages défensifs échelonnés. Le château des comtes de Namur, au sommet, forme le point culminant de ce système. Autour de lui s'articule une série de bastions, de courtines et de demi-lunes, créant un ensemble défensif complexe. Les fortifications espagnoles, modernisées au cours du XVIIe siècle, intègrent les principes du trace à l'italienne, avec des bastions en étoile permettant de couvrir tous les angles d'approche. Ce qui rend Namur particulièrement difficile à prendre, c'est sa double défense. Non seulement la citadelle elle-même est puissamment fortifiée, mais elle est également protégée par la ville basse, elle-même ceinte de remparts et bastions. Pour s'emparer de la place, un assaillant doit d'abord réduire la ville basse, puis attaquer la citadelle proprement dite. Une tâche qui semble insurmontable à beaucoup de généraux de l'époque. La garnison espagnole, commandée par le gouverneur Don Francisco Gil de Taboada y Lemos, est composée d'environ 5000 hommes aguerris. Les Espagnols ont eu le temps de préparer la défense, accumulant provisions, munitions et artillerie. Ils sont déterminés à résister, conscients de l'importance stratégique de la place qui leur a été confiée. Sébastien le Prestre de Vauban est bien plus qu'un simple ingénieur militaire. Né en 1633 à Saint-Léger-Vauban, dans le Morvan, il a commencé sa carrière militaire comme simple cadet dans l'armée du prince de Condé pendant la Fronde. C'est sur le terrain, au contact des réalités du siège, qu'il a acquis son expertise exceptionnelle. Capturé par les troupes royales en 1653, il passe au service de Louis XIV et commence alors une ascension fulgurante qui le mènera au sommet de la hiérarchie militaire et technique du royaume. Vauban a révolutionné l'art de la fortification et du siège. Son approche se caractérise par une méthode rigoureuse, presque scientifique, où chaque étape est calculée avec précision. Il a systématisé l'attaque des places fortes en développant une technique en 3 temps, l'approche par parallèle, le tir de sape et l'assaut final. Cette méthode, qu'il va mettre en œuvre à Namur, est devenue le modèle de tous les sièges européens jusqu'à la Révolution industrielle. Mais Vauban n'est pas seulement un technicien. C'est aussi un homme de terrain qui partage les conditions de vie de ses soldats. Il est connu pour sa préoccupation du bien-être de ses troupes, une attitude rare à une époque où les fantassins sont souvent considérés comme de la simple chair à canon. Cette attention humaine contribue grandement à l'efficacité de ses opérations, car ces hommes lui vouent une fidélité sans faille. Pour le siège de Namur, Vauban dispose d'une armée considérable, environ 60 000 hommes commandés par le maréchal de Luxembourg, l'un des meilleurs généraux de Louis XIV. L'artillerie est particulièrement puissante, avec plus de 70 canons de siège et de nombreux mortiers.
Vauban sait que la prise de Namur sera un travail de longue haleine, mais il est confiant dans sa méthode et dans la supériorité numérique des troupes françaises. L'armée française arrive devant Namur le 25 mai 1692. Immédiatement, Vauban entreprend les reconnaissances nécessaires à l'établissement de son plan d'attaque. Il passe des journées entières à observer les fortifications, notant les points faibles, les angles morts, les secteurs les mieux défendus. Il sait que la clé du succès réside dans une préparation méticuleuse et dans le choix du bon point d'attaque. Après plusieurs jours d'observation, Vauban décide de concentrer ses efforts sur le secteur nord-est de la ville, entre les portes de Saint-Nicolas et de Liège. Ce secteur présente plusieurs avantages. Il est moins bien défendu que d'autres. Le terrain permet d'établir des parallèles sans être exposé aux tirs directs de la citadelle. Et une fois ce secteur pris, les Français pourront s'installer sur les hauteurs dominant la ville basse. Pendant que Vauban prépare son plan, les troupes françaises commencent le travail d'investissement. Elles creusent des tranchées pour se protéger des tirs espagnols, installent des batteries d'artillerie et préparent les campements. Le travail est harassant, effectué de nuit pour éviter les tirs de la garnison. Les soldats creusent à la pioche et à la pelle, déplaçant des milliers de mètres cubes de terre sous la direction des ingénieurs militaires. Le 2 juin, les premières parallèles sont établies. Ces tranchées, creusées parallèlement aux fortifications ennemies, constituent la première étape de la méthode Vauban. Elles permettent aux troupes de s'approcher de la ville tout en restant protégées. Depuis ces parallèles, les sapeurs pourront creuser des boyaux de progression vers les fortifications, établissant des parallèles successives de plus en plus proches de l'ennemi. Pendant ce temps, l'artillerie française entre en position. Les canons sont installés sur des plateformes soigneusement nivelées, protégées par des parapets de terre et de fascines. Les servants préparent les munitions, calculent les angles de tir pour viser les points faibles des fortifications. Vauban supervise personnellement ces préparatifs, veillant à ce que chaque pièce soit correctement positionnée pour maximiser son efficacité. Le 6 juin, l'artillerie française ouvre le feu. Le bombardement est intense, des dizaines de canons tirant sans relâche sur les fortifications de la ville basse. Le bruit est assourdissant, le sol tremble sous l'effet des détonations. Les boulets de canon frappent les murs, créant des brèches, disloquant les merlons, détruisant les canons ennemis. Les mortiers lancent des bombes par-dessus les remparts, s'abattant sur la ville et semant la panique parmi la population. Les Espagnols répondent vigoureusement. Leurs canons, positionnés sur les remparts de la ville et de la citadelle, criblent les positions françaises. Les servants d'artillerie français tombent sous le feu ennemi, mais ils sont rapidement remplacés. Vauban circule sur les lignes, ajustant les tirs, encourageant ses hommes. Il sait que cette phase d'artillerie est cruciale pour affaiblir les défenses ennemies avant l'assaut. Pendant que l'artillerie fait son œuvre, les sapeurs travaillent sans relâche. Progressant depuis la première parallèle, ils creusent des boyaux en zigzag pour éviter les tirs en enfilade. Ces tranchées étroites, à peine larges pour un homme, permettent de s'approcher des fortifications tout en restant protégés. Le travail est périlleux, les sapeurs étant souvent exposés aux tirs des défenseurs lorsqu'ils doivent sortir des tranchées pour creuser la suivante. Le 10 juin, les Français établissent la 2e parallèle, plus proche des fortifications. Depuis cette nouvelle position, l'artillerie peut tirer plus précisément sur les points faibles identifiés par Vauban. Les sapeurs continuent leur progression, creusant de nouveaux boyaux vers une 3e parallèle qui sera établie à portée de mousquet des fortifications. Pendant ce temps, la vie dans Namur devient de plus en plus difficile. Les bombardements détruisent de nombreuses maisons, rendant les rues impraticables. La population se réfugie dans les caves, tandis que les soldats espagnols continuent de défendre les remparts avec acharnement. Le gouverneur Taboada envoie des messagers pour demander des renforts, mais il sait que l'arrivée d'une armée de secours est peu probable dans l'immédiat. Le 15 juin, les sapeurs français atteignent la 3e parallèle, à seulement quelques dizaines de mètres des fortifications de la ville basse. À cette distance, ils peuvent commencer le travail de sape proprement dit. Des galeries sont creusées sous les remparts, dans lesquelles on place des charges explosives pour faire sauter les défenses ennemies. La guerre des mines est une spécialité de Vauban. Il a perfectionné cette technique, développant des méthodes pour creuser rapidement des galeries tout en les protégeant des contre-mines ennemies. À Namur, il fait établir plusieurs batteries de mines, visant particulièrement les bastions de Saint-Nicolas et de Liège,
qui défendent le secteur d'attaque principal. Les sapeurs travaillent dans des conditions extrêmes. L'air est lourd et irrespirable dans les galeries étroites. Le bruit constant des pioches sur la pierre est épuisant. Ils doivent faire attention à ne pas être entendus par les défenseurs qui pourraient creuser des contremines pour intercepter leurs galeries. Parfois, des affrontements éclatent sous terre lorsque deux équipes de sapeurs se rencontrent dans l'obscurité. Le 20 juin, la première mine est prête à être détonée. Vauban fait évacuer la zone concernée et donne l'ordre de faire feu. L'explosion est dévastatrice. Une partie du bastion de Saint-Nicolas est pulvérisée, créant une brèche considérable dans les défenses espagnoles. Les défenseurs, stupéfaits par la violence de l'explosion, mettent quelques instants à réagir, un temps précieux que les Français vont mettre à profit. Immédiatement après l'explosion, l'artillerie française redouble de tirs sur la brèche, empêchant les Espagnols de réparer les fortifications. Les sapeurs préparent de nouvelles mines, visant d'autres points des défenses. Vauban sait que la clé du succès est de maintenir une pression constante sur l'ennemi, de ne lui laisser aucun répit pour se réorganiser. Face à cette menace, les Espagnols tentent de creuser des contremines pour intercepter les galeries françaises. Des équipes de sapeurs espagnols travaillent jour et nuit, tendant l'oreille pour localiser les travaux ennemis. Parfois, ils parviennent à inonder les galeries françaises ou à les détruire avant qu'elles n'atteignent leur objectif. Mais la supériorité numérique et technique des Français est écrasante, et malgré leur courage, les défenseurs ne peuvent arrêter complètement le travail des sapeurs de Vauban. Le 25 juin, après 3 semaines de bombardements intensifs et de travail de sape, les défenses de la ville basse sont sérieusement compromises. Plusieurs brèches ont été ouvertes dans les remparts, les bastions principaux sont endommagés, et l'artillerie espagnole a été en grande partie neutralisée. Vauban estime que le moment est venu de lancer l'assaut. À l'aube du 26 juin, des troupes d'élite françaises se massent dans les boyaux menant aux brèches. Les grenadiers, chargés de mener l'attaque, vérifient une dernière fois leurs équipements. Ils portent des grenades à main, des haches pour briser les portes et les palissades, et des pistolets pour le combat rapproché. Derrière eux, des bataillons d'infanterie attendent, prêts à exploiter la percée. À 7 heures du matin, le signal est donné. Les tambours battent la charge, les trompettes sonnent, et les grenadiers français s'élancent hors des tranchées. Ils courent vers les brèches sous le feu des défenseurs espagnols. Les pertes sont lourdes, mais rien ne peut arrêter leur élan. En quelques minutes, ils atteignent les brèches et s'y engouffrent. Le combat est féroce. Les Espagnols, bien que numériquement inférieurs, se battent avec courage. Ils ont érigé des barricades derrière les brèches, créant des positions défensives improvisées. Les Français doivent se battre pour chaque mètre de terrain, progressant lentement dans les rues étroites de la ville basse. Les maisons transformées en forts, les rues barricadées, chaque recoin devient une position défensive. Pendant ce temps, Vauban dirige les opérations depuis les parallèles. Il fait avoyer l'artillerie pour appuyer l'assaut, ciblant les points de résistance espagnols. Il envoie des renforts là où le combat est le plus intense, ajustant constamment son plan en fonction de l'évolution de la situation. Sa maîtrise tactique est évidente dans la manière dont il coordonne les différentes armes pour soutenir l'assaut. Après plusieurs heures de combat acharné, les Français parviennent à prendre pied solidement dans la ville basse. Les Espagnols, décimés et à court de munitions, doivent battre en retraite vers la citadelle. À midi, la ville basse est entièrement aux mains des Français. Le gouverneur Taboada et ses troupes se sont réfugiés dans la citadelle, déterminés à continuer la résistance depuis cette position plus forte. La prise de la ville basse est une victoire importante, mais la partie la plus difficile reste à venir, la réduction de la citadelle. Perchée sur son éperon rocheux, dominant la ville et les 2 rivières, elle représente un défi considérable même pour Vauban. Ses fortifications sont plus puissantes que celles de la ville basse, et sa position la rend plus difficile à attaquer. Vauban sait que le siège de la citadelle sera différent de celui de la ville basse. La configuration du terrain ne permet pas d'établir des parallèles de la même manière. De plus, les défenseurs, maintenant concentrés dans un espace plus réduit, pourront défendre plus efficacement chaque secteur. Il faut donc une approche différente, plus méthodique encore. Pendant plusieurs jours, Vauban étudie la citadelle depuis les positions conquises dans la ville basse. Il fait établir des plans précis des fortifications, notant les points faibles, les angles de tir, les secteurs les mieux défendus. Il identifie plusieurs points d'attaque possibles, mais concentre son attention sur le secteur sud-ouest,
où le terrain est plus favorable à l'établissement des parallèles. Pendant ce temps, les troupes françaises se réorganisent. Les pertes de l'assaut sur la ville basse sont importantes et les soldats ont besoin de repos. Vauban en profite pour faire réparer les équipements, réapprovisionner les munitions et préparer le matériel nécessaire au nouveau siège. Des centaines de chariots arrivent du camp français, apportant des renforts, de l'artillerie supplémentaire et du matériel de siège. Le 30 juin, Vauban établit son plan d'attaque contre la citadelle. Contrairement au siège de la ville basse, il prévoit une approche plus progressive, établissant des parallèles successives tout en utilisant intensivement l'artillerie pour affaiblir les défenses. Il prévoit également de faire un usage important des mines, compte tenu de la solidité des fortifications de la citadelle. Le 2 juillet, les travaux commencent. Les sapeurs creusent de nouvelles tranchées depuis la ville basse, progressant vers la citadelle. Le travail est plus difficile cette fois, car les défenseurs peuvent tirer depuis les hauteurs de la citadelle. Les Français doivent travailler de nuit, protégés par l'obscurité, et établir des parapets de terre pour se protéger pendant le jour. Le 5 juillet, l'artillerie française entre en position contre la citadelle. Les canons sont installés sur les hauteurs de la ville basse, dominant les approches de la citadelle. Vauban a personnellement supervisé le positionnement de chaque pièce, calculant les angles de tir pour maximiser leur efficacité contre les fortifications. Le bombardement commence à l'aube. Des dizaines de canons tirent simultanément, leurs boulets s'écrasant contre les murs de la citadelle. Les Espagnols répondent avec leur propre artillerie, positionnée sur les remparts de la citadelle. Un duel d'artillerie s'engage, chaque camp cherchant à neutraliser les canons ennemis. Vauban a une stratégie claire pour ce duel d'artillerie. Il fait concentrer le tir sur les points faibles des fortifications, créant des brèches qui pourront être exploitées plus tard. Il fait également tirer sur les positions d'artillerie espagnoles, cherchant à les neutraliser pour réduire la pression sur ses propres troupes. Les Espagnols se défendent avec acharnement. Leurs canons, bien que moins nombreux, sont positionnés avantageusement sur les hauteurs de la citadelle. Ils criblent les positions françaises, causant des pertes importantes parmi les servants d'artillerie. Mais la supériorité numérique et technique des Français finit par faire la différence. Jour après jour, l'artillerie espagnole est progressivement neutralisée, laissant les défenseurs de plus en plus vulnérables. Pendant que l'artillerie fait son œuvre, les sapeurs continuent leur progression. Ils établissent la première parallèle contre la citadelle, puis creusent des boyaux en zigzag pour s'approcher davantage. Le travail est périlleux, exposé au feu constant des défenseurs. Les pertes parmi les sapeurs sont lourdes, mais Vauban pousse ses hommes à continuer, sachant que chaque mètre gagné rapproche la victoire. Le 10 juillet, les Français établissent la deuxième parallèle, plus proche encore des fortifications. Depuis cette position, l'artillerie peut tirer plus précisément sur les brèches créées dans les murs. Les sapeurs commencent à creuser des mines sous les fortifications, préparant le terrain pour l'assaut final. Malgré la pression écrasante des forces françaises, les défenseurs de la citadelle ne se découragent pas. Le gouverneur Taboada, conscient de l'importance de sa mission, organise la défense avec méthode. Il fait réparer les brèches pendant la nuit, lorsque l'artillerie française cesse son tir, et organise des sorties pour perturber les travaux de siège. Ces sorties sont particulièrement dangereuses pour les Français. Soudainement, des portes s'ouvrent dans les murailles, et des groupes de soldats espagnols s'élancent pour attaquer les travailleurs français. Ces attaques surprises causent des pertes et retardent les travaux de siège. Vauban doit renforcer la protection de ses sapeurs, établissant des postes de garde avancés et creusant des tranchées de protection. La vie dans la citadelle devient de plus en plus difficile. Les bombardements détruisent une partie des bâtiments, rendant les conditions de vie précaires. Les provisions commencent à manquer, l'eau est rationnée et les munitions s'épuisent. Pourtant, le moral des troupes espagnoles reste élevé, soutenu par la détermination de leur gouverneur et par l'espoir de l'arrivée de renforts. Cet espoir est renforcé par les nouvelles qui parviennent à la citadelle. Une armée de secours, commandée par le prince de Barbançon, se rassemble pour tenter de débloquer la ville. Les Espagnols savent que s'ils peuvent tenir suffisamment longtemps, ils pourront être secourus. Cette perspective renforce leur détermination à résister. Vauban est informé de ces mouvements de troupes ennemies. Il sait que le temps joue contre lui, qu'il doit prendre la citadelle avant l'arrivée de l'armée de secours. Il accélère les opérations, poussant ses hommes à bout de force. Les travaux de siège se poursuivent jour et nuit, à la lumière des torches, sous le feu constant des défenseurs. Le 15 juillet,
la situation devient critique pour les Espagnols. Une brèche importante a été ouverte dans les fortifications et l'artillerie française fait des ravages dans la citadelle. Les provisions sont presque épuisées et les munitions commencent à manquer. Pourtant, Taboada refuse de se rendre, convaincu qu'il peut encore tenir jusqu'à l'arrivée des renforts. Le 20 juillet, Vauban estime que le moment est venu de lancer l'assaut final contre la citadelle. Les fortifications sont sérieusement endommagées, plusieurs brèches ont été ouvertes, et l'artillerie espagnole est en grande partie neutralisée. De plus, les informations qu'il reçoit indiquent que l'armée de secours est encore à plusieurs jours de marche, laissant une fenêtre d'opportunité pour prendre la citadelle. À l'aube du 21 juillet, les troupes françaises se massent dans les tranchées. Comme pour l'assaut sur la ville basse, ce sont les grenadiers qui mèneront l'attaque. Cette fois, cependant, l'assaut est encore plus périlleux, car il faut gravir les pentes abruptes menant à la citadelle sous le feu des défenseurs. À 6 heures du matin, le signal est donné. Les trompettes sonnent la charge et les grenadiers français s'élancent hors des tranchées. Ils courent vers les brèches, escaladant les pentes sous une pluie de balles et de boulets. Les pertes sont terribles, mais rien ne peut arrêter leur élan. En quelques minutes, ils atteignent les brèches et s'y engouffrent. Le combat est encore plus féroce que pour la prise de la ville basse. Les Espagnols, acculés, se battent avec désespoir. Chaque mètre de terrain est disputé, chaque maison, chaque mur devient une position défensive. Les Français doivent se battre pour avancer, progressant lentement dans les rues étroites de la citadelle. Pendant ce temps, Vauban dirige les opérations depuis les parallèles. Il fait avoyer l'artillerie pour appuyer l'assaut, ciblant les points de résistance espagnols. Il envoie des renforts là où le combat est le plus intense, ajustant constamment son plan en fonction de l'évolution de la situation. Après plusieurs heures de combats acharnés, les Français parviennent à prendre pied solidement dans la citadelle. Les Espagnols, décimés et à court de munitions, doivent se replier vers le château, leur dernière position de résistance. À midi, une grande partie de la citadelle est aux mains des Français. Le gouverneur Taboada, réfugié dans le château avec ses derniers hommes, se rend compte que la situation est désespérée. L'armée de secours n'est pas encore arrivée et ses troupes sont à bout de force. À 14 heures, il fait hisser le drapeau blanc, signifiant sa reddition. La capitulation de Namur est négociée entre le gouverneur Taboada et le maréchal de Luxembourg, commandant en chef des forces françaises. Vauban, bien que techniquement subordonné à Luxembourg, joue un rôle crucial dans ces négociations, veillant à ce que les termes de la reddition soient honorables pour les défenseurs. Selon les termes de la capitulation, la garnison espagnole est autorisée à quitter la citadelle avec les honneurs de guerre. Les soldats peuvent conserver leurs armes personnelles et une partie de leur équipement. Les officiers sont autorisés à garder leurs épées. La population civile est autorisée à rester dans la ville, ses biens et sa religion étant respectés. Ces termes généreux s'expliquent par plusieurs raisons. D'abord, Vauban respecte le courage des défenseurs et estime qu'ils méritent un traitement honorable. Ensuite, il est dans l'intérêt des Français de montrer qu'ils respectent les lois de la guerre pour encourager les futures places fortes à se rendre plutôt que de résister jusqu'au bout. Enfin, Louis XIV, bien que déterminé à étendre son royaume, souhaite se présenter comme un monarque magnanime. Le 22 juillet, la garnison espagnole quitte la citadelle. Les soldats, en rang serré, défilent devant les troupes françaises qui rendent les honneurs. Le gouverneur Taboada remet les clés de la ville au maréchal de Luxembourg, marquant symboliquement le transfert de souveraineté. Pour Vauban, la prise de Namur représente l'aboutissement de sa méthode de siège. En moins d'un mois, il a réduit une place forte considérée comme imprenable, utilisant une combinaison parfaitement orchestrée d'artillerie, de sapes et d'assauts. Cette victoire renforce encore davantage sa réputation comme le plus grand ingénieur militaire de son temps. La chute de Namur a des conséquences importantes sur le cours de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. Pour la France, c'est une victoire stratégique majeure. Namur devient une base avancée pour les opérations françaises dans les Pays-Bas espagnols, permettant à Louis XIV de menacer directement les territoires ennemis. Immédiatement après la prise de la ville, Vauban entreprend de renforcer ses fortifications pour en faire une place forte française. Il fait construire de nouveaux ouvrages, renforcer les existants et moderniser les défenses selon ses propres principes. Namur devient ainsi un maillon essentiel du système défensif français dans la région, le précaré, que Vauban a conçu pour protéger les frontières du royaume.
Pour la coalition, la perte de Namur est un coup sévère. Non seulement ils perdent une position stratégique importante, mais la chute de la place forte démontre la supériorité militaire française et l'efficacité de la méthode de Vauban. Le moral des troupes de la coalition est ébranlé, et plusieurs places fortes espagnoles, craignant de subir le même sort, envisagent de se rendre sans combattre. La nouvelle de la prise de Namur se répand rapidement à travers l'Europe. Les cours royales envoient des observateurs pour étudier la méthode de Vauban et les ingénieurs militaires tentent de copier ses techniques. Le siège de Namur devient un modèle, étudié dans toutes les académies militaires européennes. Il influence profondément l'art de la fortification et du siège pour les décennies à venir. Sur le plan personnel, la prise de Namur renforce encore davantage le prestige de Vauban auprès de Louis XIV. Le roi Soleil, qui a suivi les opérations de près, est impressionné par la rapidité et l'efficacité avec lesquelles son ingénieur a réduit cette place forte. Il récompense Vauban généreusement, le nommant lieutenant général des armées du roi et lui accordant une pension substantielle. Le succès du siège de Namur s'explique par la perfection de la méthode mise au point par Vauban. Cette méthode, qu'il a affinée au cours de dizaines de sièges, repose sur plusieurs principes fondamentaux qui révolutionnent l'art de la guerre de siège. Le premier principe est l'approche systématique par parallèle. Contrairement aux méthodes précédentes, qui consistaient à attaquer directement les fortifications, Vauban préconise d'établir des tranchées parallèles aux défenses ennemies. Ces parallèles permettent aux troupes de s'approcher de la place forte tout en restant protégées. Depuis ces parallèles, des boyaux en zigzag sont creusés pour établir des parallèles successifs de plus en plus proches de l'ennemi. À Namur, Vauban a établi 3 parallèles successives, chacune rapprochant ses troupes de la ville. Le deuxième principe est l'utilisation intensive de l'artillerie. Vauban comprend que l'artillerie est la clé pour briser les défenses ennemies. Il utilise des canons pour créer des brèches dans les murailles, mais aussi pour neutraliser l'artillerie ennemie et pour harceler les défenseurs. À Namur, il a utilisé plus de 70 canons de siège, tirant des milliers de boulets sur les fortifications. Cette puissance de feu a considérablement affaibli les défenses avant même l'assaut final. Le troisième principe est l'emploi des mines. Vauban perfectionne cette technique, qui consiste à creuser des galeries sous les fortifications pour y placer des explosifs. Les mines permettent de créer des brèches dans des points que l'artillerie ne peut atteindre efficacement ou de détruire des ouvrages défensifs particuliers. À Namur, les mines ont joué un rôle crucial dans la prise de la ville basse, permettant d'ouvrir des brèches dans des bastions particulièrement bien défendus. Le quatrième principe est la coordination entre les différentes armes. Vauban comprend que le succès d'un siège dépend de la parfaite coordination entre l'infanterie, l'artillerie et le génie. Il met au point des procédures précises pour que chaque arme soutienne les autres, créant une synergie qui décuple l'efficacité de l'ensemble. À Namur, cette coordination est évidente dans la manière dont l'artillerie appuie l'assaut de l'infanterie, tandis que le génie prépare le terrain en creusant des mines et des tranchées. Enfin, le cinquième principe est l'adaptation constante. Vauban n'applique pas sa méthode de manière rigide, mais l'adapte en fonction des circonstances particulières de chaque siège. À Namur, par exemple, il a dû adapter sa méthode pour tenir compte de la configuration particulière de la citadelle, qui ne permettait pas d'établir des parallèles de la même manière que pour la ville basse. Pendant que les opérations militaires se déroulent, la vie quotidienne pour les soldats et les civils est profondément affectée. Pour les soldats français, le siège de Namur est une période de travail intense et dangereux. Les sapeurs, qui creusent les tranchées et les mines, travaillent dans des conditions extrêmes, souvent exposés au feu ennemi. Les servants d'artillerie passent des journées entières à servir les canons sous un soleil de plomb ou une pluie battante. Les fantassins, attendant l'assaut, s'entraînent et se préparent au combat. Les conditions de vie dans le camp français sont précaires. Les soldats dorment dans des tentes ou à la belle étoile, nourris avec une ration de base de pain, de viande salée et de vin. Les maladies se propagent rapidement dans ces conditions insalubres et de nombreux soldats succombent à la dysenterie, au typhus ou à d'autres infections plutôt qu'au combat. Pour les civils namurois, le siège est une épreuve terrible. Les bombardements détruisent de nombreuses maisons, forçant la population à se réfugier dans les caves. Les provisions deviennent rares, les prix flambent et la famine menace. Les plus chanceux trouvent refuge dans les parties les plus sûres de la citadelle. Mais même là, ils ne sont pas à l'abri des bombardements.
Malgré ces conditions difficiles, la vie continue tant bien que mal. Les marchands tentent de continuer leur activité, vendant des produits de première nécessité à des prix exorbitants. Les médecins et les chirurgiens soignent les blessés des deux camps, souvent dans des conditions primitives. Les prêtres continuent de célébrer les offices, offrant un réconfort spirituel à une population traumatisée. Les relations entre les soldats et les civils sont complexes. D'un côté, les soldats français cherchent à obtenir des informations sur les défenses de la ville, promettant de l'argent ou de la nourriture en échange. De l'autre, les civils namurois sont souvent méfiants, voire hostiles, envers ces envahisseurs qui menacent leur ville et leur vie. Pendant ce temps, le commandement français s'efforce de maintenir le moral des troupes. Vauban, connu pour sa préoccupation du bien-être de ses soldats, veille à ce que les rations soient distribuées régulièrement et que les malades soient soignés. Le maréchal de Luxembourg, commandant en chef, organise des revues et des cérémonies pour maintenir la cohésion et l'esprit de corps parmi ses troupes. Le siège de Namur en 1692 marque un tournant dans l'histoire de l'art de la guerre. Il illustre parfaitement la transition entre les anciennes méthodes de siège, souvent brutales et inefficaces, et une approche plus scientifique et méthodique. Cette transition, largement due à Vauban, aura des conséquences profondes sur la manière dont les guerres seront menées au XVIIIe siècle. La première conséquence est la professionnalisation du génie militaire. Avant Vauban, les ingénieurs militaires étaient souvent des amateurs ou des techniciens aux compétences limitées. Vauban établit le génie militaire comme une discipline à part entière, avec ses propres techniques, ses propres formations et son propre corps d'officiers. Après Namur, toutes les armées européennes créeront leur propre corps du génie, sur le modèle français. La deuxième conséquence est l'importance accrue de l'artillerie dans les opérations de siège. Vauban démontre à Namur qu'une artillerie bien utilisée peut à elle seule décider de l'issue d'un siège. Les armées européennes investiront massivement dans leur artillerie après 1692, développant de nouveaux canons, de nouvelles techniques de tir et de nouvelles tactiques d'emploi. La troisième conséquence est la standardisation des techniques de siège. La méthode de Vauban, mise en œuvre avec succès à Namur, devient le modèle universel pour les sièges. Les manuels militaires européens du XVIIIe siècle décrivent tous des techniques très similaires à celles utilisées par Vauban, avec des parallèles, des boyaux, des mines et une coordination étroite entre les différentes armes. La quatrième conséquence est l'évolution de la conception des fortifications. Face à la méthode de Vauban, les ingénieurs militaires européens cherchent à développer de nouveaux systèmes de fortification capables de résister à ces attaques. Cela conduira au développement du système polygonal au XIXe siècle, qui remplacera progressivement le système bastionné de Vauban. Enfin, la cinquième conséquence est l'humanisation relative de la guerre de siège. Vauban, bien que déterminé à prendre les places fortes, cherche à limiter les pertes humaines, tant parmi ses propres troupes que parmi les défenseurs et les civils. Cette approche, qui contraste avec les méthodes plus brutales du XVIe siècle, influencera la manière dont les sièges seront menés par la suite, avec une plus grande attention portée au sort des civils et aux lois de la guerre. Après sa prise par les Français en 1692, Namur connaît une période d'occupation française qui dure plusieurs années. Vauban supervise personnellement la modernisation des fortifications, transformant la ville en une place forte française imprenable. Il fait construire de nouveaux ouvrages, renforcer les existants et améliore le système défensif global selon ses propres principes. Pendant cette période, la ville est intégrée au système de défense français, le pré-carré, que Vauban a conçu pour protéger les frontières du royaume. Namur devient un maillon essentiel de ce système, permettant à la France de contrôler la région des Pays-Bas et de menacer les territoires ennemis. Cependant, la domination française sur Namur ne dure pas. En 1695, lors de la campagne de cette année-là, les troupes de la coalition reprennent la ville après un siège mené par le roi d'Espagne en personne et le prince de Vaudémont. Ce siège, qui dure du 18 juin au 5 septembre 1695, est presque aussi spectaculaire que celui de 1692. Mais cette fois-ci, ce sont les Français qui sont assiégés. La reprise de Namur par les Espagnols est une victoire importante pour la coalition, mais les fortifications de la ville ont été sérieusement endommagées pendant le siège. Les Espagnols entreprennent de les réparer, mais sans les moyens ni l'expertise de Vauban,
le travail est moins efficace. En 1697, le traité de Ryswick, qui met fin à la guerre de la Ligue d'Augsbourg, rend Namur à l'Espagne. La ville redevient une possession espagnole, mais elle ne retrouvera jamais complètement sa splendeur d'avant 1692. Les fortifications, endommagées par les 2 sièges, ne seront jamais entièrement restaurées. Au XVIIIe siècle, Namur change de main plusieurs fois. En 1714, après la guerre de succession d'Espagne, elle devient autrichienne suite aux dispositions du traité de Utrecht. Les Autrichiens entreprennent de moderniser les fortifications, mais avec des moyens limités. En 1746, pendant la guerre de succession d'Autriche, la ville est prise par les Français sous le commandement du maréchal de Saxe. Elle est restituée à l'Autriche en 1748 par le traité d'Aix-la-Chapelle. En 1794, pendant les guerres de la Révolution française, Namur est de nouveau prise par les Français, qui l'intègrent à la République française. Elle devient le chef-lieu du département de Sambre et Meuse. Après la défaite de Napoléon en 1815, elle est intégrée au nouveau royaume des Pays-Bas, puis au royaume de Belgique après la Révolution belge de 1830. Aujourd'hui, les fortifications de Namur, largement démantelées au XIXe siècle, rappellent encore le rôle stratégique que la ville a joué dans l'histoire européenne. La citadelle, classée comme patrimoine majeur de Wallonie, est devenue un site touristique majeur, offrant une vue spectaculaire sur la ville et la vallée de la Meuse. Sébastien le Prestre de Vauban meurt en 1707, mais son héritage survit bien au-delà de sa mort. Considéré comme l'un des plus grands ingénieurs militaires de tous les temps, il a laissé une marque indélébile sur le paysage et l'histoire de France. Son héritage le plus visible est bien sûr les fortifications qu'il a conçues ou améliorées. Plus de 150 places fortes à travers la France portent sa marque, de Besançon à Lille, de Strasbourg à Perpignan. 12 de ces sites, regroupés sous le nom de « Réseau des sites majeurs de Vauban », ont été classés au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2008, reconnaissant leur valeur universelle exceptionnelle. Mais l'héritage de Vauban ne se limite pas aux fortifications. Il a également révolutionné l'art du siège, développant des méthodes qui seront utilisées pendant plus d'un siècle. Son approche scientifique de la guerre, basée sur l'observation, l'expérimentation et la rationalisation, a influencé toute la pensée militaire européenne. Vauban était aussi un réformateur social. Dans ses derniers écrits, il propose des réformes audacieuses pour la France, comme la suppression de la taille, un impôt injuste, l'établissement d'un impôt plus équitable, la dîme royale, ou encore la colonisation de territoires désertiques comme le Poitou. Ces idées, en avance sur son temps, montrent la dimension humaniste de ce personnage souvent réduit à sa seule dimension militaire. Aujourd'hui, le nom de Vauban reste synonyme d'expertise technique et d'innovation. De nombreuses écoles d'ingénieurs, des rues, des places et même des porte-avions portent son nom, témoignant de la reconnaissance durable de sa contribution à l'histoire de France et à l'art de l'ingénierie. Pour comprendre pleinement l'importance du siège de Namur et de la méthode de Vauban, il faut le replacer dans le contexte plus large de l'évolution des techniques de siège au XVIIe siècle. Cette période est marquée par une véritable révolution dans l'art de la guerre, dont Vauban est à la fois le produit et l'un des principaux artisans. Au début du XVIIe siècle, les techniques de siège sont encore largement basées sur des méthodes médiévales. Les assaillants tentent généralement de prendre les places fortes par la surprise ou par la famine, les assauts directs étant souvent très coûteux en vies humaines. L'artillerie, bien que déjà utilisée, est encore peu efficace contre les fortifications modernes. Cependant, plusieurs innovations transforment progressivement l'art du siège. La première est l'amélioration de l'artillerie. Les canons deviennent plus précis, plus puissants et plus mobiles, permettant de cibler plus efficacement les fortifications. La seconde innovation est le développement du trace à l'italienne, un système de fortification basé sur des bastions en étoile qui élimine les angles morts et permet une défense plus efficace. Ces innovations créent un nouveau défi pour les assaillants. Comment prendre des places fortes de plus en plus sophistiquées? C'est ce défi que Vauban relève avec succès. Il développe une méthode systématique pour attaquer les fortifications modernes, combinant l'artillerie, le génie et l'infanterie de manière coordonnée. La méthode de Vauban, mise en œuvre avec succès à Namur, devient le modèle universel pour les sièges pendant plus d'un siècle.
Elle influence profondément la manière dont les guerres sont menées en Europe, avec des conséquences importantes sur la stratégie, la tactique et même la diplomatie. Au XIXe siècle, l'évolution de l'artillerie, avec l'apparition des canons rayés et des obus explosifs, rendra progressivement obsolètes les fortifications de type Vauban et les méthodes de siège associées. Cependant, les principes fondamentaux établis par Vauban, approche méthodique, coordination des différentes armes, adaptation aux circonstances, restent pertinents et continuent d'influencer la pensée militaire contemporaine. Le siège de Namur offre de nombreuses leçons tactiques qui restent pertinentes pour l'étude de l'art militaire. La première leçon est l'importance de la préparation. Vauban passe plusieurs jours à observer les fortifications de Namur avant d'établir son plan d'attaque. Cette préparation méticuleuse lui permet d'identifier les points faibles des défenses et de concevoir une attaque efficace. La deuxième leçon est l'importance de la flexibilité tactique. Bien que Vauban ait une méthode générale pour les sièges, il l'adapte en fonction des circonstances particulières de Namur. Par exemple, il modifie son approche pour le siège de la citadelle, qui présente des défis différents de ceux de la ville basse. Cette capacité d'adaptation est essentielle dans toute opération militaire. La troisième leçon est l'importance de la coordination entre les différentes armes. À Namur, Vauban coordonne étroitement l'action de l'artillerie, du génie et de l'infanterie, créant une synergie qui décuple l'efficacité de l'ensemble. Cette coordination interarmes est un principe fondamental de la tactique militaire moderne. La quatrième leçon est l'importance de la logistique. Le siège de Namur nécessite des quantités énormes de matériel, canons, munitions, outils de génie, provisions, etc. La capacité de l'armée française à acheminer et à gérer ses ressources est un facteur clé de son succès. La cinquième leçon est l'importance du moral. Malgré les difficultés et les pertes, les troupes françaises maintiennent un moral élevé tout au long du siège. Ce moral est soutenu par la confiance dans leur commandement, par la perspective d'une victoire et par des soins appropriés pour les blessés et les malades. Enfin, la sixième leçon est l'importance du rapport coût-bénéfice. Vauban cherche à prendre Namur avec un minimum de pertes humaines, utilisant sa méthode pour briser les défenses avant l'assaut final. Cette approche, qui vise à maximiser les résultats tout en minimisant les coûts, est un principe fondamental de la stratégie militaire. Le siège de Namur en 1692 représente bien plus qu'une simple victoire militaire pour la France de Louis XIV. Il illustre parfaitement l'apogée de l'art de la guerre de siège au XVIIe siècle et marque un tournant dans l'histoire militaire européenne. La méthode mise en œuvre par Vauban, basée sur une approche scientifique et méthodique, influence profondément la manière dont les guerres seront menées pendant plus d'un siècle. Aujourd'hui, plus de 3 siècles après ces événements, le siège de Namur continue d'offrir des leçons précieuses. Il nous rappelle l'importance de la préparation, de la flexibilité tactique, de la coordination interarmes, de la logistique, du moral et du rapport coût sur bénéfice dans toute opération militaire. Il nous montre aussi comment l'innovation technique peut transformer l'art de la guerre et donner un avantage décisif à ceux qui savent l'exploiter. Pour la ville de Namur, le siège de 1692 reste un événement fondateur de son identité. Les fortifications, bien que largement démantelées, continuent de dominer la ville et de rappeler son passé glorieux et tumultueux. La citadelle, classée au patrimoine majeur de Wallonie, est devenue un symbole de la résilience de la ville face aux épreuves de l'histoire. Enfin, pour l'histoire militaire, le siège de Namur reste une référence incontournable. Il est étudié dans toutes les académies militaires comme un exemple parfait de l'application des principes de la guerre de siège. Il témoigne du génie de Vauban, dont l'héritage dépasse largement le cadre des fortifications pour toucher à des aspects plus larges de la pensée stratégique et de l'organisation militaire. En conclusion, le siège de Namur en 1692 n'est pas seulement un épisode de la guerre de la Ligue d'Augsbourg. C'est un moment charnière dans l'histoire de l'art militaire, une démonstration parfaite de la manière dont on prenait une ville au XVIIe siècle et un témoignage durable du génie de Vauban. Comme l'écrivait Napoléon, « Si j'avais eu Vauban, je serais aujourd'hui maître du monde ». Une affirmation qui témoigne, si besoin était, de l'importance durable de l'œuvre de cet ingénieur exceptionnel et du siège de Namur, son chef-d'œuvre.